Bonjour à tous et bienvenue dans le Lambda Lab. Ici, on va répondre à vos questions que vous avez toujours posées sur la physique nucléaire. Et aujourd'hui, pour commencer, on va se poser la question à quoi ça ressemble un atome. Et avant de répondre à cette question, je vais vous dire un petit peu d'où vient le mot atome. Le mot atome vient du mot atomos en grec, qui veut dire insécable. Alors, ce mot vient pas de nulle part, car les Grecs faisaient déjà des théories pour savoir comment la matière était composée. Et une de ces idées, c'était que si je prends un gâteau, que je la coupe en deux, en 4, en 8, en 16, etc., déjà j'ai plus que de la bouillie, mais surtout, il y a un moment où je ne pourrai plus couper le gâteau, et il restera des parts infiniment petites. L'idée, c'était donc que la matière était composée de morceaux de matière insécable et de vide entre ces morceaux. Du coup, ce qui fait que quand on a découvert que ce qui composait la matière, c'était des morceaux insécables, on leur a donné le nom d'atomes. Sauf qu'en fait, c'était déjà des morceaux qui étaient composés, déjà de 1, et puis de 2, ils sont plutôt sécables. Mais bon, on les avait déjà nommés, personne comprend le latin, et puis on a un peu des flemmards, donc voilà. Mais du coup, s'il est sécable, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à saquer. En effet, un atome est composé de deux parties, un noyau et des électrons qui sont autour de ce noyau. Alors les électrons, c'est des particules dites élémentaires. Ça veut dire que là, c'est insécable. Il n'y a rien qui compose un électron. C'est une particule qui est très légère et qui a une charge électrique de moins 1 charge élémentaire. C'est d'ailleurs cette particule qui est responsable de l'électricité dans vos portables, par exemple. Ensuite, on a donc le noyau qui est composé de deux types de particules qui sont de la même famille de particules car ils sont très similaires, le proton et le neutron. Ils sont similaires dans le fait que ce ne sont pas des particules élémentaires et qui sont tous les deux composés de trois quarks. Des quarks down avec une charge de moins 1 tiers charge élémentaire et des quarks up avec une charge de 2 tiers charge élémentaire. La charge élémentaire d'ailleurs c'est une unité de charge qui était basée sur celle de l'électron car on pensait que c'était la charge minimale. Du coup c'est pour ça que l'électron a une charge électrique de moins 1. Donc le proton est composé de 2 quarks up et un quark down lui donnant une charge électrique de 1 et le neutron, quant à lui, est composé de 2 quarks down et 1 quark up, lui donnant une charge de 0. Et ces quarks sont maintenus dans la particule grâce à l'interaction forte qui est représentée ici par des élastiques, et qui est une interaction fondamentale comme la gravité. Mais si vous avez suivi C'est pas sorcier, deux charges de même signe se repoussent. Bah, du coup, comment le noyau fait pour tenir? Bon, pour faire simple, très simple, l'interaction forte dans les protons et les neutrons a une portée plus importante que la taille de ces particules. Ce qui fait que quand deux particules sont assez proches, elles arrivent à s'accrocher. Du coup, il faut voir ça comme si les protons avaient des boucles et les neutrons avaient des crochets. Quand vous les mettez ensemble, ça s'accroche bien, il y a une interaction. Mais dès que vous les séparez, il n'y a plus d'interaction qui est faite dessus. Puis pareil, si vous avez deux particules qui sont de la même famille, elles vont avoir beaucoup plus de mal à interagir. Ce qui fait que on va avoir dans la composition des atomes un équilibre entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors là, je suppose que vous vous demandez que tout ce que je suis en train de dire, ça vous explique pas à quoi ressemble un atome. Genre ça, c'est un atome, et genre ça, c'est bien la trajectoire d'un électron. Non et non. Tout d'abord, la représentation de l'atome classique, comme on pourrait dire, elle est très éloignée des dimensions de l'atome. Il y a toi environ, qui fait 1,80 m, qui est composé d'organes, de muscles, de peau, etc. Toutes ces structures sont composées de cellules qui font entre 1 à 100 micromètres, en sachant que 100 micromètres, c'est le diamètre d'un cheveu environ. Elles sont elles-mêmes composées de sous-systèmes, encore plus petits, qui sont composés de macromolécules et de molécules. Enfin, ces molécules sont composées d'atomes. Les atomes ont des tailles différentes, mais ils sont dans l'ordre de la centaine de picomètres, sachant que pico, c'est 0,00000000001 mm. Donc oui, on entre dans l'infiniment petit. Et là, il n'y a pas de représentation pour l'échelle. Sauf qu'on peut être encore plus petit. Le noyau d'un atome, comme nous l'avons vu, est composé de protons, de neutrons, et leur taille est d'environ d'1 femtomètre, ce qui est 1000 fois plus petit que le picomètre. Pour échelle, si on prend un atome d'hydrogène, qui a un seul proton comme noyau, si le proton ferait 1 cm, l'atome ferait 530 mètres. Et qu'est-ce qui est la limite de cet atome? Juste un électron.
qui aurait la taille 10 puissance moins 7, la taille du proton. Ce qui fait que dans notre cas, il serait dans l'ordre du nanomètre. Ce qui ne fait toujours aucun sens dans notre échelle. Et aussi, non, l'électron ne se balade pas gentiment autour de l'atome. Tout ce que l'on a, c'est une probabilité de présence à un endroit donné, et c'est cette probabilité qui est dynamique. Mais l'électron, aujourd'hui en tout cas, on n'a aucune idée de où il est exactement à chaque temps. Après, c'est pas de la magie, hein, ou que l'on comprend pas non plus. Là, on parle de sujets très complexes et de théories qui fonctionnent, mais qui ne peuvent pas avoir de représentation dans le réel, parce qu'on ne peut pas vraiment observer ce qui se passe, tellement les phénomènes sont petits. Avant de conclure, juste vous parler des différences entre tous les atomes. Il y a vraiment deux types de différences. Tout d'abord, on a la différence chimique, qui est liée au nombre de protons et donc le nombre d'électrons. Ces différences sont surtout dues aux interactions de ces électrons avec les autres atomes. Selon leur nombre, ils auront des configurations différentes et ils pourront être arrachés ou partagés entre atomes de façon différente. Pour donner un exemple sur quoi je parle, chaque élément a ce qu'on appelle un nombre de valence, c'est-à-dire un nombre de liaisons qu'il peut réaliser. Et en fait, une liaison moléculaire est faite quand deux atomes échangent un électron. Ce qui fait que l'hydrogène, par exemple, a une valence de 1 et l'oxygène a une valence de 2. Ce qui fait qu'on a de l'H2O. Deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène qui a une liaison pour chaque atome d'hydrogène. L'autre est nucléaire. Bon, déjà, il y a une différence de masse qui existe. Plus on met de particules ensemble, plus c'est massique. Ça, c'est assez classique. Mais aussi, selon le nombre de protons et de neutrons, on va avoir des noyaux qui vont se comporter différemment. Certains vont être stables, d'autres non. Ils réagiront avec des particules de façon différente, etc., etc. Chaque noyau va avoir une sorte de signature qui est aujourd'hui bien connue par les physiciens. Après, pour nous, dans le monde de tous les jours, cette différence-là n'est pas très importante. C'est vraiment pour les utilisations nucléaires que ça a une importance. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de représentation sur ce qu'est réellement un atome. Et il n'y en aura jamais. Parce que c'est pas vraiment le but d'une représentation, surtout dans le monde scientifique. On n'est pas là pour donner la véritable forme de l'atome dans le monde réel, mais plutôt pour passer des informations. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs représentations de l'atome, certaines plus simples, d'autres plus complexes, qui vont à chacune poser une certaine type d'information. Mais il n'y aura jamais une représentation réelle de ce qu'était l'atome. Du coup, c'était le Lambda Lab, et à la question prochaine.